Bienvenue dans ISM, un espace dédié à celles et ceux qui créent entre deux rives, des artistes venus d'ailleurs ou nés ici de parents venus d'ailleurs, des voix qui portent en elles plusieurs cultures, plusieurs langues et mémoires. Dans ce podcast, nous tendons l'oreille aux récits dont l'art est traversé par la migration, l'exil ou l'héritage. Qu'est-ce que cela change de créer quand on est pétri de deux mondes? Chaque épisode est une rencontre, une conversation intime où l'on questionne les racines, les influences, les doutes et les élans. Car l'art est rarement neutre. Il dit, raconte et invente. Ici, à la croisée des chemins, comme un isthme entre deux pays. Je suis ravie de recevoir dans ce nouvel épisode Sébastien Kéroufi, comédien et metteur en scène de théâtre. Il a su imposer en quelques mises en scène seulement un style, une vision, une sensibilité qui font de lui l'une des figures les plus prometteuses de sa génération. À la croisée du texte, de l'intime et de l'universel, son travail explore des formes entre deux cultures, deux univers, ainsi reflétant son éducation entre la culture française de sa mère et algérienne de son père. Son parcours, salué par la critique, ne cesse d'interroger cet héritage et de créer des liens là où souvent s'élèvent des frontières. Une exploration profondément humaine des parcours de ceux qui vivent entre deux, trouver sa place entre deux pays, deux milieux sociaux et créer le lien entre tout ça. Bienvenue à toi Sébastien. Je suis vraiment contente de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très très heureux d'être ici. Comment vas-tu ? Ça va. C'est intense cette fin de saison. Et non, mais très heureux, très très heureux. Je suis contente de te recevoir et d'aller explorer un peu ensemble ces questions. Alors, tu vois, dans cet entretien, j'aimerais qu'on revienne un peu ensemble sur ton parcours personnel et artistique. Et je t'invite après à aller explorer ensemble comment ton héritage culturel entre deux cultures, par rapport à là où tu as grandi et les milieux de théâtre dans lesquels tu grandis aujourd'hui, comment tout cela influence ton processus créatif. Donc on va commencer ce voyage par l'enfance. Je voulais que tu nous racontes un peu comment était ton enfance. Donc tu es né en banlieue parisienne, c'est ça ? Je suis né à Paris 14e. Ouais. Et après, mes parents, ils ont divorcé quand j'avais 2 ans. Et donc ma mère, après, elle a trouvé un appartement dans les Pages Jaunes à l'époque, dans une cité dans le 92, en banlieue parisienne. Et donc, à mes 2 ans, je suis arrivé dans le 92, en banlieue, avec mes 2 grands frères et ma mère. Et après, donc, j'évoluais toute la semaine avec ma mère dans mon quartier dans le 92. Et le week-end, après, moi, j'allais voir mon père qui, lui, était Au début, on a fait les foyers Sonacotra. Mm-hmm. Ça raconte aussi quelque chose par rapport à l'Algérie. Après, on a fait les foyers Emmaüs, pas mal de foyers Emmaüs. Et donc voilà, j'ai fait un peu la semaine en banlieue et le week-end dans les foyers parisiens avec mon père. Ouais. Et donc, il y avait... est-ce que, du coup, avec ton père, tu avais la présence de la culture algérienne comment tu... Enfin, du coup, tu oscillais entre... Je l'avais par l'environnement plus que par mon père lui-même, dans le sens où les foyers Sonacotra, qui ont été créés aussi par rapport à l'immigration algérienne, par rapport aux travailleurs algériens. En France, c'est après que je l'ai compris, mais je me rappelle, à un moment donné, quand on était dans l'un des foyers Sonacotra, il y avait des bâtiments. Donc il y avait un bâtiment où c'était beaucoup de Maghrébins, principalement des Algériens, un autre bâtiment où c'était des Sénégalais, Maliens, et un autre bâtiment où c'était l'Europe de l'Est. Il y avait beaucoup de Polonais. Et donc, c'était aussi... et tout le monde se mélangeait dans le bâtiment principal, au réfectoire, à l'endroit de la cafette, etc. Et donc, petit à petit, je savais que nous, on était dans le bâtiment Maghreb. Maghreb, Algérie. Et après, ça a été
par... mon père, c'est comme s'il avait toujours une forme de pudeur par rapport à l'Algérie aussi. Je pense même pas de pudeur, mais de douleur. À un Mhm. endroit où lui, il est plus revenu après par rapport à sa condition sociale. Est-ce que c'est par honte? Est-ce que c'est par... est-ce que c'était compliqué de revenir sans rien et de se dire... parce que c'est aussi, quand tu pars, c'est aussi une responsabilité de se dire qu'est-ce que tu deviens et de Mhm. revenir sans rien. euh, je pense que c'est un endroit de douleur. Donc nous, l'Algérie, en tout cas, à l'endroit de mon père, ça a toujours été ouais, de la pudeur, de la douleur. Et je me rappelle, on lui demandait de nous apprendre l'arabe. Donc Ouais. c'était vraiment plus nous, à l'endroit de l'énigme. Oui, c'est ça, c'était ouais, la curiosité, Ouais, la quoi. curiosité d'un enfant en se Un disant... fantasme un peu. Ouais, ou parce que moi, mon deuxième prénom, c'est Lotfi, parce que c'est Kiroufi mon nom, parce que j'ai toute ma famille du côté de mon père donc qui est en Algérie ou sinon un peu à Marseille et un peu en banlieue parisienne, mais donc il y avait cette culture algérienne très forte et une culture aussi française très forte du côté de ma mère. Donc ça Ouais. a été aussi ce truc, ces allers-retours entre ces deux cultures. Quel a été ton... Quand est-ce qu'a été ton premier contact avec l'Algérie? C'est plus à la mort de mon père, moi, que j'ai rencontré l'Algérie, parce que la première fois que je vais en Algérie, c'est pour enterrer mon père à 17 ans. Ça a été... ouais, c'est quand on est descendu, c'est quand c'est marrant parce qu'il y avait... c'est pas marrant du tout, mais c'est... mon père, il disait toujours, on ira en Algérie ensemble, on ira en Algérie ensemble. Et quand il est mort, ils avaient mis son... Ils ont perdu le cercueil à l'aéroport. D'accord. Et en fait, il devait être dans un autre avion. Et donc après, on pète les plombs à l'aéroport, mon frère, il s'embrouille avec tout le monde et tout. Il dit c'est bon, on a retrouvé le cercueil, il va partir dans votre avion. Donc vous êtes partis ensemble. Et au moment de décoller, je me rappelle cette phrase et je me dis et donc il y avait mon frère, moi, ma tante, sa petite sœur et je me dis il a tenu promesse, on va tous on va tous au bled ensemble et quand j'arrive là-bas, ce qui était fou c'est qu'il y avait ouais, je pense qu'il y avait 200 300 personnes à l'aéroport. Et Mm. donc c'était immense parce qu'il y a une grande famille en Algérie, nous on est de Annaba et donc on a une grande famille et donc il y avait énormément de monde. Et d'un coup, à 17 ans, je découvre un pays, je découvre aussi une famille. Mm. C'est quoi tes premières impressions? Enfin, de voir autant de personnes rendre hommage à ton père et puis, oui, j'imagine aussi d'un peu coup d'émotion. Ouais, beaucoup d'émotions, mais toujours la question de l'énigme, mais qui, je pense, habite, moi, mon endroit de création. Mm. Cette notion d'énigme dans le sens où bah, il est mort avec son énigme, il est Mm. mort avec son mystère, et c'est comme si, enfin, de toute façon, je pense que on peut passer la majeure partie de notre vie avec des proches, notre famille, et qui conservent cette énigme-là, on conserve nous-mêmes notre énigme, même vis-à-vis de nous. Et j'ai l'impression qu'il est parti aussi avec cette énigme, dans le sens de cette solitude profonde en France, d'être dans un foyer Emmaüs, Mm. seul dans une chambre, et d'arriver en Algérie pour être enterré avec 300 personnes, et, euh, et en plus enterré dans l'un des plus beaux cimetières de Annaba, magnifique, à la fin de la corniche, sur une petite colonne, enfin sur une petite colline, face à la mer. Ouais. Et donc, ouais, un endroit où... mais j'arrive toujours pas à identifier ce que j'ai senti, ce que j'ai ressenti comme émotion. Il y avait quelque chose de... parce qu'en plus, la mort, elle est pas mauvaise chez nous. Enfin, moi, j'ai jamais grandi dans cette culture de la mort, c'est mal. Mhm. Donc ça veut dire qu'il y avait cette sensation de douleur, la perte, la disparition d'un père. Et en même temps, j'avais l'impression que, je, que l'Algérie allait me protéger. Cette terre algérienne, Qu'elle allait t'accueillir, ouais, exactement. Comme si te le père, consoler. ouais, exactement, comme si Mm. le père disparaissait et en même temps il laissait passer euh, la terre en se Mm. disant, bah, quelque chose ouais, de plus grand parce que, enfin, l'Algérie Mm. pour moi c'est immense et donc il y a quelque chose d'un coup de cet accueil-là. Et après, ce qui est difficile, c'est d'un coup comment toi aussi en tant qu'enfant de 17 ans. Après, moi j'avais mon grand frère qui était là, mais comment aussi bah, tu découvres, mais enfin, nous, il y a 12 frères et sœurs, enfin, donc c'est Mm. énormément de cousines, cousins, et donc d'un coup, comment tu découvres Ouais, tout cet héritage familial. exactement, où là, tu te dis, waouh, j'ai autant de familles,
Et ce qui est un truc magnifique en Algérie, c'est que t'arrives avec le passeport algérien, t'es algérien, ta famille, enfin personne te fait porter. En tout cas, moi, on m'a pas fait porter le poids de ça, de t'es pas venu avant. Enfin, les gens ont compris aussi qu'il y avait cette difficulté par rapport à la situation sociale du père. Et ouais, c'est plus. Moi, ce qui m'interroge, c'est plus de comment l'image de l'Algérie, que lui avait en Algérie, et cette image, et cette réalité française. Donc ça interroge aussi cette question de l'exil, en fait. Tu pars, on pense que t'as réussi, en fait. Moi, mes tantes et mes oncles en Algérie, ils ont des meilleures conditions sociales que la plupart des gens de ma famille qui sont venus en France. Et donc, tu te dis, ça interroge ce fantasme aussi, du départ, de l'exil. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. D'accord, en tout cas, merci d'avoir partagé ce moment fort, en tout cas de ton retour, en tout cas ton premier voyage en Algérie. Et si on revenait un peu à ton enfance, quel enfant étais-tu? Quel petit garçon étais-tu, Sébastien? Ouais, c'est, je crois, ultra observateur. Ultra observateur, très timide, très observateur, très en retrait. Parce que je pense que c'était aussi que dans... Enfin, j'ai grandi avec 2 grands frères, dans des environnements sociaux où enfin, donc des grandes personnalités dans mon quartier, des grandes personnalités au foyer. Donc il y a quelque chose où il y a quelque chose qui est vachement tout le temps mis en avant. Et donc c'est... Toi, tu étais un peu en retrait, ouais, c'est ça? très à l'écoute. En fait, à l'écoute. À l'écoute, et je crois que j'ai gardé cette qualité dans mon travail de regarder, d'observer, de pas parler pour rien, et je pense que c'est un gamin très timide et ouais, je pense que j'étais Et l'art s'est invité dans ta vie enfant ou j'ai lu que c'était beaucoup plus tard, vers la vingtaine, où tu as eu ton premier contact avec le théâtre. Ouais, 24 ans. Ouais, 24 ans. Non, en fait, l'art, si. Parce que c'est faux de dire l'art est arrivé tard. Enfin, tu sais, c'est un fantasme de se dire, en fait, quelle forme d'art est arrivée dans ma vie. Mais l'art, moi, mon père, Hasni, il écoutait des chansons du Bled. C'est-à-dire qu'il y avait cette question de l'art, les films de ma mère. Enfin, tu vois, il y avait cette question, les musiques françaises que ma mère écoutait. Qu'il y avait une transmission déjà. Bah, évidemment, j'écoutais beaucoup de rap. Donc, oui, j'allais pas à l'opéra ni au théâtre. Mais j'écoutais de la musique, je regardais des films. Ouais, j'avais mon accès à moi, à notre culture, à ma culture. Et après, d'un coup, c'est juste qu'à 24 ans, un peu plus tard, j'ai découvert d'autres formes de culture, d'autres formes d'art, d'autres médiums, en fait. Où je me suis dit, ok, il y a des choses à dire. Ouais, il y a des choses à dire. Et il y a des médiums qui sont différents. Et en plus, ça arrive à un moment donné où, maintenant, pour faire un film, c'est beaucoup plus facile. D'un coup aussi, il y a eu... Moi, là, j'ai 32 ans, donc il y a quelque chose qui fait qu'il y a des générations précédentes qui ont œuvré pour que ma place, là, aujourd'hui, elle soit normale. Alors que... Même moi, je suis rentré en école nationale et je me disais, est-ce que je suis le cassos de la République dans la promotion et qu'il fallait que je sois là parce que je suis le cassos? Est-ce que je sais parce que je suis le franco-algérien, donc les gens... Il n'est pas français, mais il est... Attends, mais il est Sébastien, donc il n'est pas complètement arabe. Enfin, il y a toujours une énigme aussi autour de cette figure, une interrogation. On se dit, mais attends, qu'est-ce qu'il est? Et donc, je me suis posé la question de, est-ce que je suis là par rapport à ce politique-là, ou est-ce que, à travers moi, la poésie que j'essaye de défendre, je suis ici? Donc, il y avait toutes ces questions-là, mais ouais, c'est... Enfin, ouais, c'est comme si, à 24 ans, j'ai... eu accès à une forme de culture qui est dite dominante et qui est dite élitiste. Et alors en fait, d'un coup, tu te dis, mais là maintenant, en ayant... ok, ça y est, tu lis pendant 2 ans et tu te dis, ok, maintenant je connais les grands auteurs, les grandes autrices, j'ai regardé les grands films, je me suis renseigné autour des grandes mises en scène et tu te dis, ok, mais enfin... Nous aussi, il y a des grands auteurs, des grandes autrices. Nous aussi, il y a des grands gestes. En fait, c'est juste que c'est l'accès. C'est où on met le regard. C'est où on met le regard pour moi. Parce que moi, j'ai entendu de la poésie toute ma vie. Au foyer. Mon père, il est venu en France, il voulait être réalisateur. Ah oui, d'accord. Ce que j'hérite. Là, on parle d'un homme qui a terminé sa vie dans un foyer Emmaüs, mais ce que j'ai hérité, moi, ce que j'ai trouvé
au foyer, c'est une boîte de cassettes avec des petites vidéos là, de caméscope et un petit manège à musique. Donc en fait, ce que j'ai hérité de mon père, si ce n'est son histoire tragique, c'est des images et de la musique. Et donc en fait, ok, j'ai pas eu de biens immobiliers, j'ai pas eu de... Mais en fait, je m'en fous. T'as eu de la poésie. Ouais, j'ai eu sa poésie à lui. Et en fait, je crois que c'est bien. Je crois que c'est bien aussi de... c'était Kata Biasine qui disait il faut que je conserve une certaine forme de barbarie. Et j'aime beaucoup, moi, en tout cas, cette notion-là de pas complètement être dans un milieu culturel, de pas rentrer... Enfin, moi, dès que je finis ma mise en scène, j'aime bien retourner dans mon quartier ou avec mes amis. Parce qu'en fait, il y a un endroit où on peut vite devenir une photocopie du cliché qu'on dénonçait. Oui. Garder son authenticité. Ouais. Et en même temps, en se disant que on avance et que les relations nous épaississent aussi, et c'est magnifique, moi, de rencontrer d'autres personnes qui viennent d'horizons complètement différents et que... mais cet entre-deux dont on parlait, pour moi, est primordial, quoi. Moi, l'un de mes amis proches que j'ai rencontré grâce au théâtre, il a grandi dans un milieu extrêmement privilégié, c'est un blanc, il a fait toutes les grandes écoles, et je l'aime profondément. Et je suis pas en train de me dire pourquoi lui il a eu cette vie, pourquoi moi. Enfin, en fait, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. C'est pas on s'en fout politiquement, mais je pense que c'est important. En tout cas, moi, sur un plateau de théâtre, ce que je vois, c'est le geste. Et c'est pas la petite note. La biographie, je la lis jamais, quoi. Et quels sont les artistes qui t'ont le plus influencé un peu? As-tu des souvenirs comme ça de bouleversement au contact d'une œuvre, d'un texte ou d'un film? Je pense que quand j'étais petit, c'était les rappeurs. Il y a eu Kazé, qui moi m'a vachement... Kazé qui a joué un rôle par les villages, ouais, exactement. Donc une des pièces que tu as mis en scène et adaptées. Exactement, il y a eu Kazé, il y avait Mac Taylor, il y avait Kerry James, en fait c'était beaucoup... J'ai découvert la poésie par les rappeurs, par le rap, où je me suis... où en fait, j'ai jamais écouté de rap américain, j'ai besoin de comprendre, il y a quelque chose de... Et donc, cette poésie par les textes, par le rap, et après petit à petit les films. Après les films au début que regardaient mes grands frères, et petit à petit j'ai eu accès à une autre forme de cinéma aussi, en tout cas d'autres histoires, quand je suis parti en Angleterre. Et en Angleterre aussi, ça m'a aidé parce que d'un coup, là-bas, je faisais la plonge, je faisais le ménage, dans les hôtels, dans les cinémas et tout. C'est le moment où, je sais pas, fallait que je parte. C'était le bordel dans mon quartier et tout, et dans ma vie, donc à un moment donné, il fallait que je parte. Et un grand de mon secteur m'a dit viens, moi je suis en Angleterre, il m'a accueilli, et il m'a dit par contre, ici tu vas pas faire de conneries, donc tu vas travailler. et au bout de 3 jours, je faisais la plonge dans les restaurants, et après j'ai trouvé comme un petit boulot, c'était de nettoyer les cinémas, et en fait j'avais accès aux salles de cinéma gratuitement, et je me suis dit pour apprendre l'anglais, je vais regarder les films. Mais les films... C'était où, à Londres? C'était à Londres, ouais. Et les films et donc les films sous-titrés, pour malentendants, donc c'est à 11h du matin, mais c'est pas des blockbusters qui sous-titrent. Et des donc films d'auteur, c'est un cinéma qu'on peut nommer plus d'auteur. Et en fait, d'un coup, je découvre une autre, sans mettre les mots à cette époque-là, mais un autre rapport à l'image, un autre rapport au jeu, d'autres formes d'histoire, même une autre temporalité aussi. C'est-à-dire ça prenait le temps. Et donc de ça, je me dis, c'est comme si ces images-là m'ont amené à ralentir en tant que spectateur. Ça m'a permis de trouver une autre temporalité, et cette temporalité, après, m'a permis d'avoir accès à la littérature, d'avoir accès aux livres, aux écrits. Et c'est comme si... et après, donc, et j'ai eu la chance, moi, du premier texte que j'ai lu réellement, du début jusqu'à la fin, qui était Par les villages de Peter Hanke, de tomber sur cette œuvre-là, quoi, un poème. Et d'un coup, premier texte où, pour préparer les concours, on me dit, tu dois lire ça, tu dois préparer cette scène-là. Je lis donc tout, et je me mange une claque, quoi. Et je me mange une claque, mais pas par rapport à la condition sociale, évidemment, où je me dis, un ouvrier, un écrivain, un contexte familial,
Mais je me mange une claque par rapport à l'écriture, de comment on nomme ces territoires-là, comment on nomme ces histoires-là. Et pour une fois, c'était pas dans le cliché, c'était pas dans le fantasme, il n'y avait pas de forme de misérabilisme, il y avait beaucoup de dignité. Et en fait, on parlait du foyer, moi j'ai vu que des personnes dignes. C'est la société qui essaye de leur enlever cette dignité-là. Mais moi, mon père, il a jamais fait la manche. Hein. Il m'a jamais dit je suis à la rue. Hein. Toujours très, très bien habillé, toujours élégant, sentait bon, bien coiffé. La dignité, c'est important, surtout pour un Algérien. Ouais. Il y avait quelque chose de... ça, on me l'enlèvera pas. Même si c'est dur socialement, même si je vis avec 400 € par mois, personne ne va m'enlever ma dignité. Et je pense que ça raconte aussi peut-être ça, le fait de ne pas vouloir rentrer en Algérie, parce qu'à un moment donné, il faudra demander de l'aide. Et j'ai pas envie de demander de l'aide parce que c'est dur. C'est dur de demander de l'aide. Ouais, donc c'est venu petit à petit cette... comment dire, comme tu disais, tu as ralenti pour... déjà, tu étais observateur quand tu étais petit, et finalement, là, tu as pris un peu plus de recul avec ce cinéma d'auteur, et puis petit à petit, tu es arrivé à préparer les concours, et donc tu as intégré l'école supérieure d'art dramatique de Paris. Les SAD. Et ensuite, on ressent beaucoup dans ton travail, qui est venu suite à cette formation dans le théâtre, les influences de culture, en tout cas dans ton travail artistique. Là, donc il y a un peu... Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce triptyque entre ta première mise en scène d'Antigone de Sophocle au Théâtre du Soleil et puis un peu le projet que tu prépares pour 2026? Ouais, bien sûr. Bah, en fait, en école, donc moi je rentre avec par les villages de Peter Hanke, donc je me dis waouh, c'est fou. Et après, je vois que après, on doit aller au théâtre tous les soirs pour voir ce qui se fait. Moi, je voulais rattraper ce retard de tu connais pas, parce que dès que tu arrives dans un milieu autre que le tien, c'est les gens ils sont pétris de références et de mais qui tu peuvent connais... intimider ouais, au début. Exactement. Bah moi c'était ultra, enfin au début je me rappelle, je disais ouais. Et en fait tu te dis putain, s'il me pose une question, je vais passer vraiment pour l'idiot de service. Et donc en fait pour justement plus avoir honte, tu travailles. Parce que je me suis dit, en fait, ok, la honte, c'est un sentiment présent, là, tout de suite. Mais en fait, comment je peux l'enlever? Par le travail. Parce qu'en fait, si je travaille 2 fois plus, je vais lire 2 fois plus, et à un moment donné, moi aussi, j'aurai ces références. J'aurai leurs références, et en plus, je vais pas perdre les miennes. Donc je me dis, mais en fait, ok, ça va devenir... enrichir les tiennes, ouais, exactement, un super pouvoir, quoi. Mm. Et en fait, c'est ça qui m'a animé, où je me suis dit, mais en fait, ok, maintenant je connais Sophocle, mais je connais aussi, moi, cette histoire algérienne, mon histoire intime, de la question de l'exil. Et en fait, très vite, donc moi je fais cette formation de 3 ans, je sors d'école, et pour aller vite, ouais, c'est cette sensation de... c'est une formation d'acteur, je joue pour les autres, mais je sens qu'il manque quelque chose, où je me dis, mais en fait j'ai d'autres choses à dire. J'ai d'autres choses à dire que les mots des autres. Et donc, au lieu de critiquer, je vais moi aussi descendre dans la mine. Ouais. Et moi aussi, je vais aller taper la roche pour pouvoir dire ce que j'ai envie de dire. Et suite à ça, je décide de mettre en scène par les villages de Peter Hanke et je présente une maquette au Jeune Théâtre National. Et très vite, il y a Nasser Djemaï qui me dit, moi, je vais t'accompagner. Et en parallèle de ça, moi, je reçois aussi une proposition... du Théâtre du Soleil, parce qu'il relançait le festival Départ d'incendie. Oui. Et donc c'était... et donc moi, Départ d'incendie, en lien avec le Théâtre du Soleil, me propose d'être là-bas au Théâtre du Soleil, et je me dis, mais en fait, évidemment que j'ai quelque chose à dire par rapport au lieu du Théâtre du Soleil. Pourquoi ? Parce que en fait, il faut remonter un tout petit peu, c'est que moi, très vite, à côté d'une démarche de mise en scène, moi, je travaille avec les Ateliers Médicis, qui est un établissement culturel qui travaille avec des jeunes artistes sur des territoires dits éloignés d'offres culturelles. Et donc, moi, je travaille avec une école primaire dans une cité du 92, à Châtenay-Malabry,
Et donc, je travaille avec ces élèves de CM1 autour par les villages de Péteranque. Et donc, en fait, très vite, les ateliers Médicis, ils me disaient, ah, bah, euh, il y a d'autres dispositifs aussi. Et là, d'un coup, c'était d'aller dans des foyers. Et on me D'accord. dit Ah foyer ouais. Emmaüs. Et je me dis, waouh, moi, Ouais. c'est trop tôt pour moi de retourner. Et en fait, je me dis, non. Ce qui était intéressant, c'était de revenir à Emmaüs, mais plus en tant que enfant hébergé, mais en tant qu'artiste. Mm. Et donc là, j'arrive, et c'était au centre d'hébergement d'urgence du Val-de-Marne, donc à Saint-Maur-des-Fossés. Ouais. Et c'est un foyer exclusivement de femmes avec leurs enfants en bas âge. Et en fait, j'arrive là-bas et c'était on va faire du théâtre. Et très vite, moi, les questions, c'était c'est quoi du théâtre? Et je me suis dit, ah, ok, en fait, ce qui était ouf, c'était que c'est grâce à ces femmes-là que je me suis dit, mais en fait, c'est que des Antigones. Parce que c'est que des femmes qui ont fui soit un pouvoir politique, soit des hommes, enfin, qu'on fuit au courage, enfin, C'est l'Antigone, ouais, des temps modernes, mais enfin complètement. ouais, En fait, de moi, ce temps-là. cette obsession de raconter que nos tragédies, en fait, elles sont. Enfin, aujourd'hui, jouer Antigone, c'est plus ces femmes-là qui ont vécu l'horreur Mm. que, euh, que dans des milieux très privilégiés. Enfin, d'un coup, cette dramaturgie dans la chair, Mm, il n'y a mm, pas mm. besoin de faire 20 heures d'études de texte pour comprendre ce que c'est euh, de devoir fuir la mort. Ouais. Et donc, de cette rencontre-là, moi, de cette obsession de raconter aussi euh, l'histoire de mon père. Et donc, je me dis, et donc Antigone de Sophocle. Mm. Et donc, j'ai contextualisé ça autour des années 60, dans l'Algérie, après la colonisation. Et ce qui m'intéressait, c'était de raconter comment deux sœurs, donc Ismène et Antigone, et en fait, il n'y en a pas une plus courageuse que l'autre. C'est juste qu'il y en a une qui choisit la vie, une qui choisit la mort. Et celle qui choisit la mort, elle n'est pas plus ou moins que celle qui choisit la vie. Et donc, j'avais j'avais envie de mettre ça en scène en racontant que l'exil, souvent, même principalement, et c'est pas pour des vacances, quoi. Enfin, il y a cette question. Et l'exil, il n'est pas que entre l'Afrique, l'Occident, il n'est pas que l'Algérie, la France. Enfin, l'exil, ça peut être partir de son village en Bourgogne et d'arriver enfin, Oui, tout à fait. cette Mm. question cette question de C'est de l'exil. quitter, voilà, Moi, j'ai son quitté ma environnement. cité, maintenant j'habite à Paris. Enfin, il y a quelque chose T'es un exilé un Ouais, peu. non, mais il y a un endroit où d'un coup, j'ai pas le même voisinage et que c'est pas le même environnement. Et évidemment que. Mais c'est pas la question du transfuge, parce que transfuge, c'est Mm. toujours. C'est le déserteur, celui qui passe à l'ennemi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Moi, le milieu culturel, c'est pas mon ennemi. Mm. Et bref, pour revenir à Antigone, donc je décide et je me suis dit, ok, j'ai envie de raconter une fresque à travers cette histoire familiale, euh, à travers le déchirement de mon père. Moi, quand j'arrive en Algérie, ma grand-mère, Allah yarhamha, elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé en France? Et en fait, j'étais incapable de répondre. Mm. Elle dit, il est parti quand il avait 17 ans, il est parti sur ses pieds, il revient là dans un cercueil. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Et il Et avait plus revu ses parents. Hein. elle était revenue, si, mais elle comprenait pas comment tu peux Mm. mourir à 50 ans, quoi. Tu vois, et dans ces conditions-là où elle dit. Et elle est morte un an plus tard, jour pour jour, après sa mort. Ok. Et en fait, c'est Paix à son la, âme. ouais, la tragédie d'une mère. Et en fait, moi, tout mon travail, c'est pour essayer de tenter de répondre à cette question. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Et Antigone, c'était pour essayer de raconter déjà la question des grands-parents, des parents, donc, dans les années 60, Mm. et toute cette génération Ouais. qui est Exil, partie la douleur. exil, exactement. Et après, par les villages, c'était la génération dans les années 90, pour parler donc des parents, et donc de se dire, ok, les immigrés, la plupart, on les a mis dans ces grands ensembles, qui étaient à la base provisoires. Et en fait, le provisoire est devenu le long terme. Et donc, ces grands ensembles sont devenus des ghettos, des cités, ce qu'on Mm. nomme Mm. actuellement. Et donc, Antigone, premier chapitre, deuxième chapitre par les villages, et le troisième chapitre, là, que j'écris, où j'essaye de répondre à cette question de cette nuit, en fait, où moi j'ai trouvé mon père mort quand j'avais 17 ans, où en fait, toute la nuit, on s'est interrogé de où est-ce qu'on va l'enterrer.
est-ce qu'on le rapatrie en Algérie? Mais nous, on n'avait pas les moyens. Il n'y avait pas d'assurance, il n'avait pas pris d'assurance rapatriement, ce que beaucoup de personnes font, en tout cas au sein de la communauté algérienne. Et mon père, il n'avait pas les moyens de prendre cette assurance-là. Donc non, pas d'argent. Et en fait, on s'est dit, mais est-ce qu'on l'enterre en France? Mais il a jamais, lui, mon père, il n'a jamais pris la nationalité française. Il a toujours eu la carte de séjour. Il n'a jamais voulu avoir la nationalité française. Donc cette question entre où, enfin. Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'on fait? Et il a jamais critiqué la France devant moi. J'ai jamais entendu, moi, le politique. Mon père m'a jamais parlé de politique. Le dernier film qu'on a vu, il est mort un dimanche. Jeudi, j'étais au foyer et on a vu Indigène. Et je lui dis qu'est-ce qui s'est passé en Algérie et il m'a pas répondu. Comme si l'endroit de la douleur, du trauma, la pudeur de cette génération-là. Enfin, la pudeur ou la douleur. Je sais pas quel bon mot, mais en tout cas. Et donc voilà, je suis en train d'écrire le 3e aussi sur la génération des enfants et en fait de quoi nous on hérite. Est-ce qu'on hérite de toute cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça, tu questionnes l'héritage, en tout cas par les villages, mais tu questionnes aussi beaucoup le rapport de ceux qui partent, qui quittent soit un pays, soit un environnement qui peut être banlieue, avec ceux qui restent. La douleur parfois de partir, la douleur de certains retours. Tout ça, tu le questionnes, on le voit très bien, en tout cas dans ton travail. Est-ce que toi, par rapport à ça, tu le travailles plus sur le plan de ton père ou plus sur ton héritage à toi? Des questions de... Comme tu disais tout à l'heure, tu étais un peu en quête un peu de cette énigme du père taiseux qui racontait pas trop par pudeur ou par douleur. Mais du coup, est-ce que c'est une recherche plus de son histoire à lui? Ou est-ce que c'est aussi une recherche... quelque chose qui résonne en toi par rapport à ton parcours personnel aussi? Et je pense que j'essaie de partir d'une histoire très personnelle de cette énigme, de cette phrase de ma grand-mère quand elle m'a dit qu'est-ce qui s'est passé en France, et d'en faire une histoire beaucoup plus universelle. Enfin, parce qu'en fait, cette histoire-là, elle n'est pas singulière, elle n'est pas unique, elle est similaire. Enfin, d'un coup, c'est de se dire, mais il y en a des milliers d'autres comme ça. Et pas spécialement l'Algérie. Hein, exactement. Et en fait, d'un coup, et donc, c'est plus d'interroger ce rapport au départ et au retour impossible. Comment faire ces retours-là, qui les fait, pourquoi. En fait, de partir d'une histoire très très personnelle et de dézoomer progressivement et de se dire qu'en fait, ces questions-là nous unissent beaucoup plus qu'elles nous divisent. Parce que l'ennemi, c'est pas les cités, c'est pas les étrangers, etc. L'ennemi, c'est la misère. Et que la misère, qu'elle soit sociale, évidemment, de mourir dans un foyer avec 400 € par mois pour survivre, évidemment que c'est inhumain. Mais pour moi, ce que j'ai envie de questionner, c'est la misère intellectuelle. Évidemment, de se dire comment... il n'y a plus de la question de la complexification de la pensée, de se dire comment... donc c'est soit bon, soit mauvais, et surtout aussi la misère relationnelle, la solitude. Moi, ce qui m'a marqué dans les foyers, ou même dans mon quartier, c'est beaucoup de solitude qui rencontrent d'autres solitudes. Il y a une jolie pièce de Nasser Djemmaï Shibani. Ouais, je sais pas si tu l'avais complètement. vu, Ouais, Théâtre complètement. des Quartiers d'Ivry. Ouais, complètement. Qui parle de ça, à fond. Et donc, en fait, se dire, cette misère-là, moi, j'ai envie d'interroger cette question de la misère et sous ses différentes formes. Et en fait, en plus, moi, je chéris le théâtre public. C'est de l'argent public. Et je pense que on devrait jamais prendre 1 € d'argent public pour en faire une thérapie. Enfin, si j'ai envie de me soigner, je vais chez le psy, je vais parler à des amis, je vais parler à des gens que j'aime. Je vais pas prendre un plateau de théâtre à l'heure où il y a de moins en moins d'espace pour les artistes. Donc en fait, c'est pas une thérapie, c'est pas une confession. Enfin, en fait, on s'en fout de ma vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de la misère. Mais par contre, des histoires aussi universelles. Ouais, en fait, parce qu'on fait pas théâtre avec des sujets. En fait, il y a pas de théâtre avec des sujets, on fait des histoires. C'est des histoires, en fait.
C'est des histoires. Antigone, c'est pas un sujet, c'est une histoire. Par les villages, c'est l'histoire d'un homme qui revient chez lui. C'est pas un sujet. C'est pas. On a souvent mis par les villages ah, c'est l'écrivain contre l'ouvrier, mais c'est faux. C'est une histoire familiale. C'est une tragédie familiale à l'intérieur d'une tragédie sociale. Antigone, c'est une tragédie familiale. Moi, ce que j'essaye d'écrire, c'est une tragédie familiale. C'est la famille, souvent, qui est à l'endroit du déclenchement, l'élément déclencheur. Et ouais, et aussi, c'est important parce que je pense que pendant des années, on a eu les mêmes histoires des histoires d'amour dans des appartements haussmanniens du centre de Paris. Et d'un coup, nous, quand on raconte nos histoires, forcément, ah bah oui, c'est autour de sa vie, etc. Bah tu dis, mais ma vie, elle est d'autres vies. Ouais, c'est Elle ça. est d'autres vies. Et par contre, ces autres vies, ils aimeraient un petit peu qu'on raconte, qu'on nomme d'autres histoires, qu'on entende d'autres accents, qu'on voit d'autres visages, mais sans être l'arabe ou le noir ou la femme. Enfin, d'un coup, de juste dire, considérez-nous comme des artistes, comme des créatrices, des créateurs, et pas uniquement comme un quota ou comme une identité. Ça, moi, je me méfie énormément, parce que c'est la mode, mais par définition, la mode, c'est un cycle. Ouais. Donc quand on sera plus à la mode, on va aller où? on va raconter quoi? Donc non, je pense qu'il faut être très très exigeant et radical par rapport à ça, en disant non, on est des poètes. Enfin, moi, ce que je découvre, moi, et ce que j'ai découvert à travers mon père ou ma famille en Algérie, c'est que l'Algérie, c'est littérature, c'est poésie, c'est forme, c'est couleurs. Enfin, l'Algérie, c'est magnifique. Culturellement, au niveau de l'art. Enfin, à un moment donné, la jeunesse algérienne, elle crée énormément. Ah oui. Énormément. Et donc, en fait, de se dire, bah ouais, qui regarde, comment on regarde. C'est comment on regarde, ouais. Comment on regarde, Avec c'est ultra important. Quel filtre. Ouais, c'est ultra important. Et je pense que moi, en tout cas, c'est ma responsabilité. En me disant que j'ai accès à ces plateaux maintenant de théâtre. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Justement, tu utilises, par exemple, par les villages, tu utilises l'arabe et certaines musiques algériennes, aussi instruments de musique algérien. C'était important pour toi d'exprimer peut-être certaines émotions qui ne pouvaient pas être ressenties en français Ouais. Bah en fait, au début, en plus, l'arabe, je le sous-titrais pas. Parce que je voulais inverser le rapport de force. Pour une fois, en se disant, bah peut-être que dans une salle de 500 personnes, il y a peut-être 3 personnes qui parlent le dialecte algérien ce soir. Et bah ces 3 personnes-là, ce soir, vont être nos invités. Nos invités parce qu'il n'y a que elles qui vont comprendre certains passages, certains moments. Et d'autres qui vont juste entendre une sonorité. et imaginer aussi. Et exactement, en fait, d'un coup de se dire, bah, c'est poésie. C'est poésie, et de se dire que d'inverser aussi le rapport de force par rapport à une langue, d'inverser le rapport de force du fantasme aussi, de se dire, quand j'entends de l'espagnol, ou quand j'entends de l'anglais, ou quand j'entends du japonais, enfin d'un coup de se dire, en fait, moi, ça me passionne énormément, les différentes sonorités, et les rapports de force aussi, entre la salle et la scène. Et les musiques algériennes, parce que c'est les musiques que j'ai entendues, moi, toute ma jeunesse, et parce que moi, mon père, il m'a pas appris l'arabe aussi, et donc ça fait partie d'un endroit de douleur aussi, de douleur, de se dire que j'ai le passeport algérien, je m'appelle Sébastien Lotfi Kéroufi, et je parle pas arabe ou très peu. Et ça, c'est un endroit de douleur, parce que tu te dis, comment tu peux être algérien sans parler vraiment confortablement la langue. La langue, la transmission. Et la transmission de la langue. Et comment on transmet la langue. Bah et ça, je pense que c'est extrêmement important. Question. C'est plus important qu'un appartement que la famille va se déchirer. Transmettons la langue. Transmettons la langue. Et la culture. La culture. Mais c'est tellement... Enfin, moi, en tout cas, c'est un grand regret que j'ai. Et je regrette rien du tout de l'histoire de mon père. Mais par contre, de ne pas avoir eu cette transmission de la langue. Puis je me dis, mais pourquoi, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est une vraie question, parce que cette transmission de la langue, elle se pose beaucoup sur la deuxième génération d'immigrés
maghrébins en France. Ouais. Et beaucoup ne parlent pas, pour plusieurs raisons. Hein. Ouais. On peut en parler pendant des heures, mais c'est vrai que c'est Mais une je pense qu'en vraie plus, il question. n'y a pas que les Maghrébins. Je pense qu'en fait, beaucoup d'enfants liés à des différentes. Liés à l'immigration, les enfants de ces deuxième génération, bah en fait, parlent plus la langue de leurs parents et de leurs grands-parents. Et en fait, il y a quelque chose qui va disparaître. Et la disparition d'une langue, ça, c'est une tragédie. Et ça, parce qu'en fait, tu vas voir aussi la différence de... bah quand tu vas... Moi, quand je vais en Algérie et que mes cousins, ils font l'effort de parler français, enfin, d'un coup, il y a un moment donné où on va plus comprendre. Parce qu'ils vont parler de moins en moins français, parce qu'ils vont parler anglais de plus en plus en Algérie. Et bah moi, si je vais de moins en moins en Algérie, je vais parler de moins en moins... Donc, il y a un moment donné où tu dis, bah, ça demande des efforts. Et parce qu'on on a hérité d'une culture et d'une double culture, on a de la chance d'avoir cette double culture, autant d'un point de vue de deux pays, de deux cultures, de deux milieux sociaux, mais en fait, euh, il faut qu'on fasse les efforts pour conserver aussi euh, cette langue, cet héritage, exactement. Et selon toi, le théâtre peut permettre ça? À fond, parce que j'ai rencontré les poètes algériens par le théâtre. C'est pas moi dans mon quartier où on me parlait des plus grands auteurs algériens. C'est au théâtre en école nationale où j'entendais ah, mais tu connais pas tel auteur algérien? Et je me disais, mais attends, comment lui, il vient de Bourgogne, il va me parler d'un auteur algérien? Et en fait, évidemment qu'il connaissait mieux que moi. Et évidemment qu'il connaissait et qu'il était plus curieux que moi. Parce que justement, je m'étais dit, bah, c'est en moi, donc j'ai pas besoin de faire l'effort. Mais évidemment que j'ai besoin de faire l'effort. Encore plus. Encore plus parce que je dois. J'ai cette responsabilité aussi avec cette double culture. Mais comme si, quand j'étais en Angleterre, bah, j'étais fier aussi d'avoir cette culture française. Bah oui. Donc en fait, il n'y a rien en opposition. Il n'y a rien en opposition. Et c'est ça qui est magnifique. Et si, par exemple, tu avais un moment ou une image comme ça que tu souhaiterais partager avec nous, qui résumerait ton parcours, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit, qui peut un peu résumer ton parcours jusqu'à aujourd'hui, hein? Ouais, bien sûr. Ouais, si. C'est mon frère, quand il est venu voir. Donc mon frère qui habite en Algérie, moi, mes neveux et nièces qui sont scolarisés en Algérie, etc. Et qui est venu en France voir, donc il était en France, et donc je lui dis, bah vas-y, je fais un spectacle et tout, viens, ça s'appelle le Théâtre du Soleil, Antigone et tout. Il est venu voir la représentation, mais c'est pas assis. Il est resté sur le côté contre le mur pendant 2h20 debout, comme s'il voulait pas s'asseoir. Je lui dis, il y a des places, tiens, vas-y, tiens, je te trouve une place, assis-toi et tout. Il est resté debout. Pourquoi, selon toi? Je sais pas. Il s'est pas autorisé? Ouais, comme si c'est pas autorisé à s'asseoir. Et là, par les villages, il est venu et il s'est assis. Et tu vois, je me suis dit, ah putain, ok. il y a, il y a, il y a eu quelque chose qui fait que, qui fait que ça avance. Tu vois, d'un coup, de se dire, de regarder un spectacle debout, cette image, elle était forte pour moi, de se dire, waouh. C'est pas pour nous. Enfin, quelque Ouais, chose de c'est pas pour, vraiment, pour nous. bah, d'imagine, même le lieu, il m'est étranger. C'est même pas genre. Parce que là, en plus, c'était Antigone, ça parlait. Ça parlait vraiment toutes les langues. Il y avait je travaille avec des actrices sénégalaises, camerounaises, ivoiriennes, moldaves, italiennes. Enfin, vraiment, il y avait algérienne. Il y avait vraiment beaucoup de cultures qui étaient traversées à l'intérieur d'Antigone. Mais lui, c'était même avant que le spectacle commence. C'était le lieu. Ouais. Le lieu était étranger. Et d'un coup, là, de se dire que, à part les villages, il s'est assis, même, je sais pas, même si c'est minime, c'est peut-être juste un mouvement, c'est peut-être le corps de passer de debout à assis. Je sais pas, on parle toujours du négatif, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui avancent. Enfin, je pense en fait, c'est trop tragique tout ce qui se passe. Je pense qu'on a besoin de ces petits moments de garder espoir. Enfin, sinon, on arrête tout. Et tisser des Ouais. liens, d'ouvrir des portes. Ouais, je pense qu'il faut garder quand même des endroits de respiration en se disant
toute façon, évidemment qu'on peut pas oublier la tragédie de tout ce qu'on traverse. Moi, c'est dans ma chair, quoi. Il y a un truc où c'est ça. Mais par contre, de garder ces endroits d'ouverture, de se dire, bah là, on est derrière un micro. Peut-être qu'il y a 20 ans, c'était pas une évidence. Alors que là, on se pose pas de questions. Je me pose pas de questions d'être derrière un micro. Alors qu'il y a 20 ans, je pense que pour les générations précédentes, c'était peut-être beaucoup plus politique. Et donc, ouais, gardons le positif de ça et remercions-les en disant putain, il y a eu du boulot pour que nous, maintenant, moi, cette génération-là, me dise bah ouais, un micro, on me le tend, je le prends. Ouais. Mais tu vois, au début de notre conversation, tu parlais de la douleur qu'avait ton père, peut-être par rapport à son exil. Et ce que je ressentais, mais corrige-moi, hein, c'est que peut-être cette douleur peut être un peu transgénérationnelle, ça peut être qui se transmet. Et ce que je ressens un peu à la fin un peu de cet échange, c'est que peut-être qu'avec l'art, le théâtre, cette douleur ou ce trauma, ou je sais pas comment on peut l'appeler, peut s'apaiser finalement. Ou en tout cas, il peut se raconter et donc s'apaiser. Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai un avis très clair là-dessus, c'est que l'art, moi, ne m'a pas du tout réparé, au contraire. D'accord. Au contraire, parce que chaque jour, je pousse des portes que j'avais jamais voulu ouvrir avant. Et qu'en fait, c'est pas réparateur. C'est pour ça que je dis que c'est pas de l'argent public pour faire une thérapie. Parce qu'en fait, ça répare rien du tout. Moi, par les villages, j'ai arrêté aussi le spectacle parce que c'était insupportable. Enfin, je peux pas, moi, chaque soir, regarder ce qui se fait. Enfin, moi, je pense que je pourrais jamais faire des tournées de 400 dates parce que c'est trop douloureux. Antigone, c'était trop douloureux. Moi, souvent, je chiale, quoi, en regardant mes spectacles. Et en fait, je sais pas, c'est trop douloureux. Et ça veut dire que il y a quelque chose de l'ordre... c'est comme si, il y a quelque chose de plus joyeux. De plus joyeux parce que j'ai plus à faire des bêtises pour vivre et que je fais ce que j'aime et que je suis payé pour ça. Donc ça, je suis tellement heureux de ça. Mais par contre, la douleur, je pense, elle est là et elle restera. Et c'est pour ça que je dis toujours, j'en veux pas à telle ou telle personne. Je dis jamais, moi, à des bourgeois ou des privilégiés ou des dominants, enfin tous ces mots-là. En fait, si j'en veux à quelqu'un, c'est au monde. Mais nous tous et toutes, à l'intérieur de ça, parce que on a tous une part de responsabilité. Et ouais, si on parle de radicalité, ouais, allons alors vraiment là-dedans, dans cette fin. Questionnons le monde et même notre position à l'intérieur de ça. Et ça, ouais, moi, ça me... Je pense que, ouais, en tout cas, moi... Oui, en tout cas, toi, c'est pas ça que ça te fait. Non, moi, ça me détruit. En fait, l'art me détruit, mais petit à petit. Mais vraiment. Enfin, parce que d'écrire sur cette nuit-là, par exemple, ça me met tellement en colère. Comment tu peux mourir à 400 euros par mois, à 50 ans, dans un foyer, c'est pas possible. Comment tu peux socialement laisser une femme seule avec 3 enfants dans une cité, enfin, à un moment donné. Et après, on se dit, ah bah pourquoi mon frère il est incarcéré, l'autre il s'est barré, il nous a abandonnés, et moi je deviens ouf. À un moment donné, bah, les questions elles sont là, enfin, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po. Tu dénonces des réalités sociales. Ouais, mais j'essaye de je sais pas, j'essaie d'aller au-delà de ça, parce que sinon on se détruit, quoi. Mais moi, c'est ma mère qui me dit c'est marrant, c'est ma mère maintenant qui est malade et qu'on a essayé de faire mais je sais pas si je devrais le dire, mais bon, je le dis quand même, mais on a essayé de faire une séance de psy pour l'aider. Et elle a fait une séance de psy, elle a dit à la fin, elle a dit, ah ça y est, je suis guéri. Et après, j'ai creusé et elle m'a dit, mais je vais pas aller raconter ma vie. Je vais pas aller raconter ma vie. C'est des pages que j'ai tournées et il faut qu'on avance. On va pas... Ouais, il y a cette pudeur, hein, dans cette génération. Bah ouais, mais... Et tu vois que ça soit française, ma mère, ou algérien, le père. La question de la pudeur. La pudeur, elle n'était pas... Les anciens en France, il y avait beaucoup cet endroit de pudeur, de dignité, de... Moi, ma grand-mère
qui était des Pyrénées, elle avait cette grande pudeur du côté maternel. Et donc, non, c'est... L'art répare en surface. En tout cas, mais c'est mon endroit. Mais moi, c'est mon endroit. Mais les questions, c'est des questions que moi, j'ai pas grandi dans un milieu politique. Nous, les politiques, on n'y croyait pas. Le militantisme, et on a vu les grands de nos quartiers se faire avoir à coups d'associations, de mouvements. On les a jamais écoutés. Donc, c'est-à-dire que moi, ma génération, on a très vite compris qu'on allait faire aucune demande à la mairie, aucun local, rien à foutre de tout ça, parce qu'on se disait, mais on a vu les grands de chez nous se faire avoir. Donc, c'est-à-dire que le militantisme, le politique, nous, tu n'y croyais pas. C'était tout de suite la question de la révolte. Moi, c'est les émeutes de 2005, il y a des Bouna, mon quartier. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi avec ça, avec la question de la révolte, de la violence. La violence. Donc, comment... Ça sert à rien, les marches. Enfin, moi, aucune personne de mon quartier, quand on était petit, on se disait pas, on va marcher. On se disait, on va tout casser. Mais parce que c'était ça, le réflexe que je questionne actuellement et tout. Mais j'ai aucune réponse là-dessus. Ça veut dire que par contre, maintenant que je travaille autour de ces questions politiques, évidemment qu'elle me questionne beaucoup plus, mais ma réponse, elle est trop radicale. Tu vois, et donc ça me détruit. Parce que je pense que j'ai aucun endroit ouais, je sais pas, je préfère répondre ça par mes œuvres. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça me protège. Et parce que c'est bien aussi de pas tout dire et de juste... Ouais, je pense que c'est les endroits artistiques qui sont encore précieux pour ça. Parce que c'est des endroits de liberté. Oui, liberté. Et puis tu as une grande sensibilité, on le sent, qui s'exprime aussi. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Hein. Ouais. T'es un grand sensible. Ouais, mais c'est toujours, on dit quartier sensible, mais c'est pas les bâtiments, le béton qui est sensible, c'est les gens qui habitent qui sont sensibles. On dit, le béton, il est pas sensible, hein. Il est dur, mais les quartiers sensibles, c'est parce qu'il y a des gens sensibles. Et c'est pour ça qu'on est aussi très vite énervé, il y a quelque chose de grande sensibilité. Ouais. On arrive un peu vers la fin de cet échange. Avant de commencer l'enregistrement, je t'avais expliqué un peu ce que c'était ISM et comment je voyais un peu mon podcast. Est-ce que du coup, ça résonne un peu en toi, cet ISM un peu qui... En tout cas, où est-ce que ton expression artistique ou toi-même, tu te vois un peu comme un isme comme ça entre deux mondes de culture dans lesquels tu vas un peu puiser Bah ouais, complètement. Ta créativité. Ouais, ça te parle, ça me parle. Mais tu vois, ça raconte sur un endroit de douleur. Dans le sens où je parle à travers... Tu vois, par les villages, c'était par rapport aux questions de la cité, des grands ensembles, des quartiers en France. Et en fait, tu te dis, mais attends, je travaille quotidiennement ces questions-là, mais en travaillant dans un centre dramatique national. Et en fait, je me dis, bah attends, je parle de ces questions-là, mais je suis plus dans ma cité. Et en même temps, je serai jamais complètement d'un milieu artistique parisien, je sais pas comment on peut nommer ça dans les clichés, dans le fantasme. Et donc, en fait, j'ai l'impression d'être un peu entre deux, de plus être là et de ne jamais pouvoir être là-bas, et d'être entre deux, enfin cet entre deux qui est douloureux parce que c'est un entre deux du nulle part. Et en même temps, si je garde une note positive, ce qui est bien, c'est que ça permet d'être beaucoup plus libre, plus riche, pluriel. Plus riche intérieurement. Ouais, complètement. C'est ça, j'avais lu un peu en préparant ce podcast un article qui il te présentait comme un artiste habité par l'expérience de ne plus savoir où l'on habite. Ouais. Tu vois, ça a vachement résonné, je trouve que c'est ce que tu disais là à l'instant, c'est être entre deux à chaque fois, mais en même temps, c'est un peu l'expérience que certains qui ont quitté leur pays aussi ressentent, tu vois, qui sont entre deux pays, sont ni ici ni ailleurs, à fond. On est entre deux, quoi. Mais c'est pour ça que je te dis... Comme un isme. Ouais, mais c'est ça. Mais vraiment, c'est pour ça que cette notion-là, pour moi, elle est... Mais je la trouve particulièrement belle par sa sémantique et aussi par ce que ça raconte. C'est beau parce que ça conserve une énigme. Et je pense que c'est ça qui, pour moi, est fort. C'est la question de l'énigme. C'est pour ça que c'est difficile pour moi de répondre à des questions parce que j'ai aucune réponse. J'ai des questions. Mais même dans mon travail, je dis jamais c'est ça ou c'est... Moi, je suis perdu.
mais vraiment, je suis complètement perdu. C'est-à-dire que, je sais pas, on pourra jamais me dire, ah, ben il a dit ou il a fait ci, là. Mais je suis perdu. J'essaie que de poser des questions. Mm. Et j'essaie juste de répondre à ces questions. Ouais, t'as pas de certitude, quoi. Aucune. Mm. Aucune. Et tout ce que j'ai dit là, je pourrais dire tout l'inverse dans une heure. Parce qu'il y a cette question de grande... Ouais, je pense que j'ai vraiment que des questions. J'ai aucune réponse et tout mon travail, il est à cet endroit-là. Et le jour où je commence à avoir des certitudes, j'arrêterai. Mm. J'arrêterai parce que j'ai pas trop la flemme de donner des réponses. Enfin, je pense que Ouais, et puis, c'est ouais. pas mon endroit, en fait. Mm. C'est pas mon endroit et c'est pour ça qu'on disait, tu vois, ouais, on parlait de douleur au début, après on a parlé d'ouverture, Mm. et après tu me reparles de ça, et d'un coup je glisse beaucoup plus dans la douleur parce que ouais, je pense qu'un artiste, tu devrais jamais donner des réponses. Mm. Enfin, sinon c'est vite chiant, en fait. Mm. En fait, Ouais, ouais, ouais. sinon je vais à l'université, j'écoute des conférences, il y a des militants qui sont beaucoup plus passionnants euh, que 1000 artistes. Il y a des gens qui sont dans des associations tous les jours et qui sont en train d'être... Ils sont dans le dur du dur. Donc c'est difficile aussi Donc, pour de... toi, l'artiste questionne, et puis chacun en fait un peu Ouais. son... Mais parce qu'en fait, parce que moi, tu vois, dans mon travail, je vois les profs dans des quartiers dits prioritaires, etc. C'est difficile. Je Mm. dirais jamais que moi je suis prof. Je dirais jamais que je suis militant. Le militantisme, Mm. c'est tellement... Moi, ça, c'est noble pour moi. C'est tellement engageant, c'est tellement... C'est magnifique, cette question-là. Mais c'est pour ça que moi, ma place, elle est... Enfin, en fait, c'est d'avoir de l'honnêteté aussi par rapport à Ouais. tout ça. Et moi, l'honnêteté, en tant qu'artiste, c'est de dire, j'essaie juste de questionner euh, un endroit euh, d'une sensibilité, d'une histoire personnelle, et de questionner le monde, Mm. parce que je lui en veux. Merci Sébastien. Est-ce que tu souhaites, avant de terminer cet échange, un peu nous partager si tu as des actualités qui arrivent qui ne sont pas confidentielles ou pas Ouais. trop. Ouais, Parce que j'imagine que tu as plein de projets, mais ouais, tout est un encore peu encore là dans cette... dans le flou. Ouais, on pourra mettre à jour dès que tout sera confirmé, mais non, ouais, en tout cas, l'écriture du prochain spectacle Ouais. qui va jouer, en 2026, fin 2026 normalement, et ça met une pression immense. Et après, deux autres gestes performatifs, enfin deux performances que j'imagine moi comme le prologue du triptyque et l'épilogue du triptyque. On a hâte de voir ça. Ouais, Mm. mais en tout cas, ouais, c'est ça. Enfin, c'est dense. Alors, pour clôturer cet épisode, donc souvent je propose comme un moment un peu ludique, un peu pour redescendre un petit peu de notre échange profond, Ouais, à Sébastien. fond. Un petit jeu de portrait chinois Ouais. culturel. On va donc je vais commencer si tu as envie de Ouais, le à fond, faire. avec plaisir. Allez. Donc je vais commencer des phrases et puis tu les termines Je par suis ce qui nul dans ça, hein. t'inspire. Ah bah Vas-y. écoute, on essaye. Vas-y. Aucune Vas-y, aucune pression. obligation de réussir quoi que ce soit. Alors, si j'étais un livre, je serais... Un magazine dans une gare routière. Si j'étais un film, je serais... Un court-métrage. Une musique, je serais... Une comptine pour enfants. Si j'étais une autre personnalité artistique, J'aurais kiffé être peintre. si j'étais un plat cuisiné, je serais... Ah, ça... Ouais, ça c'est les briques de ma grand-mère. Si j'étais une langue, je serais... La langue de mon père. Et enfin, si j'étais un pays, je serais... Un pays libre. Merci à toi Sébastien d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, je te remercie Non, du merci à fond toi. du Merci cœur à toi, merci à toi. pour ce bel Ouais, échange. ouais, non, c'était... Ouais, ça questionne plein d'endroits. Ouais, bah, tu vois, je suis arrivé avec, avec rien du tout et je pars avec plein de questions. C'est...
Merci. Moi aussi. Tu vois, j'emporte avec moi plein de questions et beaucoup de ta sensibilité. Merci beaucoup. Merci à toi. Plein de belles choses. Ces partages sont précieux. Ils permettent de tisser des ponts entre les cultures, les langues et les mémoires. Ici, on croit que l'art est un lieu de rencontre, que le métissage culturel est une richesse et que nos différences sont une force créative. Continuons à écouter, à nourrir notre curiosité et à aller éternellement à la rencontre. Si cet échange vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner, à partager l'épisode autour de vous ou à laisser quelques mots. C'est ce qui fait vivre ce podcast. À très bientôt dans ISM. Merci.